Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons montrer un exemple de calcul d'une température de flamme. L'exercice est le suivant, calculer la température de flamme de la combustion de CH4 dans l'air, selon la réaction CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. On donne l'enthalpie de réaction qui vaut moins 802,3 kJ par mol, et on suppose connues les capacités thermiques à pression constante du diazote, du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous allons commencer notre raisonnement par étudier le système. Le système, s'il est défini proprement, nous permettra d'éviter de gros problèmes par la suite. Nous allons décider d'étudier le méthane contenu dans le tuyau qui va sortir du bec brûleur et qui va ensuite former la flamme. La quantité que nous choisissons d'étudier est égale à 1 mol. Nous aurions pu choisir une autre valeur, l'important étant que les valeurs choisies ensuite soient cohérentes avec cette première valeur. Nous voyons, d'après la réaction de combustion qui nous est demandé d'étudier, que pour brûler 1 mol de CH4, il nous faudra 2 mols de dioxygène. Nous allons donc choisir de prendre comme système la quantité d'air, ici, qui nous permettra de brûler complètement cette mol de méthane. Nous avons donc dans cette partie d'air, ici, nous avons 2 mols de dioxygène. Mais il ne faut pas oublier que l'air est composé à 20% de dioxygène et à 80% de diazote. Nous avons donc 4 fois plus de diazote, c'est-à-dire 8 mols de N2. Et une fois que la réaction a commencé, une fois que la flamme va exister, alors nous allons avoir la réaction qui va chauffer l'ensemble de cette portion-là du système. C'est ce que nous allons détailler maintenant. Nous avons besoin, dans une deuxième étape, de détailler ce qui se passe d'un point de vue de la réaction. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un tableau d'avancement. Je recopie la réaction, l'équation de la réaction telle qu'elle nous est proposée. Et nous avons dit qu'à l'état initial, nous avions 1 mol de CH4, pris de manière conventionnelle. Nous avons 2 mols de O2, et cela va nous permettre de former, à l'état final, lorsque le réactif ici est complètement consommé, nous avons 0 mol de CH4, 0 mol de O2, nous avons obtenu 1 mol de CO2 et 2 mols de H2O. Tout ça vient du fait que nous avons calculé indirectement que l'avancement final vaut 1 mol. Mais il ne faut pas oublier que notre système contiendra au final du CO2, de l'eau, H2O, mais également du diazote, que je vais rajouter ici en vert. Le diazote, nous en avions initialement qui n'a pas réagi, et donc la quantité de diazote présente initialement était de 8 mols, elle est toujours égale à 8 mols à la fin de la réaction. Ceci nous permettra de définir correctement le système une fois qu'il a brûlé. Nous avons ici la composition du système dans sa version finale. La troisième étape constitue le calcul de la température de flamme proprement dite, de la manière suivante. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour calculer la température de flamme, nous allions décomposer cette réaction en deux étapes. La première étape consistait à dire que la réaction avait lieu à température constante, et la deuxième étape consiste à chauffer l'ensemble des produits de la réaction, plus le diazote qui est là, qui est présent depuis le départ. Lors de la première étape, nous avons donc une variation d'enthalpie de notre système qui s'écrit delta RH fois XF. Ici, la valeur obtenue vaut moins 802,3 kJ par mol multiplié par 1 mol d'avancement final. Cela nous donne moins 802,3 kJ. La deuxième étape, qui nous permet de calculer la variation d'enthalpie lors de cette deuxième étape,
Lors de cette deuxième étape, nous allons chauffer l'ensemble des produits à chauffer avec l'énergie obtenue à l'étape 1. Nous allons donc chauffer de T0, qui vaut 298 Kelvin, à la température de flamme, justement, l'inconnue. Nous allons chauffer le système dans sa composition finale. Nous avons besoin pour cela de connaître l'expression de Cp. Cp, la capacité thermique du système final, s'exprime comme 2 fois Cp de H2O, puisque le système contient 2 mols d'eau, plus le système contient 1 mol de CO2, donc plus 1 fois Cp de CO2, plus, et c'est là qu'il ne faut surtout pas oublier, le système contient également 8 mols de N2 qui étaient présents depuis le début, donc ces 8 mols de N2 vont également profiter de l'énergie de la réaction pour chauffer avec le reste du système. Le Cp obtenu, tout calcul fait, donne 337,1 kJ par Kelvin. Nous allons donc pouvoir calculer delta H2 comme étant égal à Cp, c'est une valeur constante qui ne dépend pas de la température, je peux donc la sortir de l'intégrale, multipliée par Tf moins T0. Et nous connaissons la valeur de Cp. Il ne nous reste maintenant plus qu'à utiliser le principe des cycles pour dire que l'enthalpie, la variation d'enthalpie totale du système est nulle, puisque le système est isolé et supposé adiabatique, et que cette variation d'enthalpie vaut delta H1 plus delta H2. On obtient que delta RH fois XF plus intégrale de Cp, alors on a déjà fait l'intégrale, donc ça fait Cp fois Tf moins T0 égale 0, et nous cherchons Tf. Il nous suffit de développer cette expression pour obtenir Cp fois Tf moins Cp fois T0 égale 0. On va maintenant isoler Tf en disant que Tf est égal à Cp T0 moins delta RH XF sur Cp. Et ainsi, l'expression finale est donnée par cette dernière ligne, Tf égale T0, puisque les Cp ici se simplifient, moins delta RH XF sur Cp. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. En prenant les valeurs qui sont données, nous obtenons une température finale, une température de flamme de 2678 Kelvin. Alors c'est une valeur qui est très élevée, qui correspond à la température qu'atteindrait le système si tout était parfait. Évidemment, dans la réalité, la réaction a lieu dans des conditions qui ne sont pas tout à fait adiabatiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie de combustion qui sert non pas à chauffer simplement l'air qui est autour, mais une partie de l'énergie obtenue qui va franchir les frontières du système. Et donc du coup, toute cette énergie ne sert pas à chauffer le système, mais il y a des pertes, et donc la température réelle est moins élevée que la température qui est calculée ici. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans cet exercice-là, où l'énoncé ne donnait pas les quantités initiales exactes de chacun des réactifs, nous avons été obligés de choisir une quantité de départ et de faire le choix de la combustion stoichiométrique. C'est-à-dire que c'est nous qui avons choisi de dire que la partie de l'air qui avait été mise en cause contenait la quantité nécessaire de O2 correspondant à 1 mol de CH4. Nous aurions très bien pu imaginer un exercice qui nous donne exactement les quantités initiales des réactifs à utiliser. Auquel cas, nous n'aurions pas eu d'hypothèse supplémentaire à faire, mais nous aurions pu directement utiliser la réaction et le calcul de la température de flamme. Si cette étape-là ne vous paraît pas limpide, vous devriez regarder la vidéo qui correspond et qui donne le principe du calcul d'une température de flamme, dans laquelle je fais le point sur le détail de cette partie-là. Ici, il s'agissait simplement d'illustrer par un calcul le calcul d'une température de flamme. Je vous remercie pour votre attention.